congrès. On va parler des conflits en réanimation et je vais faire allusion en particulier à une littérature qui parle des situations, enfin pour introduire les situations de crise, en particulier dans un environnement comme celui de l'AREA. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à part le fait de travailler juste à côté de cette jolie cour carrée. Alors, on est dans une structure de réanimation, dans un environnement fermé, avec un service de réanimation, une famille, un patient au centre et des médecins référents, médecins, chirurgiens qui nous ont adressé les malades ou qu'on va appeler pour nous aider à les gérer. La question qui est autour de ça, c'est que les conflits sont extrêmement fréquents, on va le voir, mais que la nature de ces conflits est extrêmement différente. Si je suis en conflit avec mes collègues médecins, eh bien, je vais en fait paralyser l'initiative et éviter les idées géniales. Si je suis en conflit avec mes infirmières, eh bien, je vais prendre des mauvaises décisions, générer de la contradiction et faire du mal à l'ensemble de l'équipe et à la famille, puisque les uns et les autres ne communiquant plus, eh bien, on va apporter une information différente. Si je suis en conflit avec mon malade, je vais avoir l'impression que je suis dans une situation de lui accorder des soins qui sont inappropriés. Si je suis en conflit avec la famille, eh bien, tout va être décalé puisqu'ils ne vont pas adhérer au projet thérapeutique. Et si je suis en conflit avec les médecins référents, eh bien, je vais avoir d'autres types de problèmes, en particulier sur la façon avec laquelle l'amont et l'aval de mon service va se produire. Ce qui est sûr, c'est que toutes ces situations-là, eh bien, elles sont plutôt fréquentes, elles ont des raisons qui sont très intuitives, mais autant les mesurer, et qu'il y a quand même certaines questions qu'on devrait se poser un peu plus fréquemment. Ces situations différentes qui sont conflictuelles, elles correspondent pour moitié à des décisions difficiles, de prendre des décisions difficiles pour des situations de fin de vie. Ces patients qui sont en fin de vie et qui ne peuvent plus mourir tout seuls, c'est-à-dire que si on ne fait rien, il ne se passe rien, eh bien il faut dans ce cas, dans la plupart des cas, maintenir le soin, ce que vous faites très bien, mais continuer à réfléchir sur l'opportunité de poursuivre les traitements comme la ventilation, les catécholamines, la dialyse, les antibiotiques, les transfusions. Et on voit qu'en fait, dans la littérature, le nombre de fois où c'est difficile de prendre ces décisions, c'est extrêmement variable. Ça peut aller de 10 à 70%, et que bien sûr, il y a des situations intermédiaires selon où c'est qu'on travaille, dans quel pays on est, et comment c'est dans le service de réanimation dans lequel on avance. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que globalement, une infirmière qui va être interrogée en même temps qu'un médecin va toujours dire qu'elle a un petit peu plus de difficultés dans le processus décisionnel et pour des tas de raisons qui sont des raisons qualitatives mais aussi des raisons différentes. Voilà, si on s'intéresse aux conflits en réanimation, on est maintenant quelques années après le très très beau papier de Smedira sur la première fois qu'on mettait en évidence que les malades de réanimation ne mouraient pas tout seuls, qu'il fallait ne pas commencer ou interrompre un traitement en cours dans plus de la moitié des cas à l'époque. Et bien dans cette étude qui n'avait pas été faite du tout pour mesurer les conflits, on voit que le nombre de conflits dans ces situations-là, c'est 10 situations un peu difficiles sur un nombre de malades qui dépasse 1700, et donc c'est pas fréquent. À l'inverse, si on va dans le groupe de James Tulsky aux États-Unis, où il y a des sociologues et des psychologues qui travaillent et qui interrogent les gens et qui sont roués à l'entretien et à l'analyse un petit peu différente que celle des pourcentages, eh bien on va voir que dans une situation où on va interroger 400 soignants qui ont pris en charge 102 malades mourants en réanimation, eh bien il y a des conflits dans 8 cas sur 10, dans un cas sur 2 avec la famille, dans un cas sur 2 dans l'équipe soignante, souvent entre les médecins et les infirmières, mais aussi dans un cas sur 4, au sein même de la famille. Et c'est toujours pareil, les raisons des conflits sont sur les objectifs du traitement. Les familles et les médecins n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les objectifs du traitement, sur la communication, et de part et d'autre, les familles, mais aussi les infirmières trouvent qu'il y a des défauts de communication, et surtout sur le contrôle des symptômes des patients qui décèdent. Si vous devez retenir un message de ma présentation, c'est que quand un des malades dans votre service décède, faites un tour au lit du malade avec l'infirmière et décidez ensemble de savoir si le patient est confortable. Ensemble, vous saurez s'il est confortable. L'aide-soignant doit aussi rentrer dans la chambre parce que vous, en faisant la visite sur 20 malades, vous n'aurez pas la capacité qu'a l'infirmière, qui passe plus de temps dans la chambre, de savoir si le malade a grimacé quand on l'a tourné, a éventuellement exprimé de l'anxiété, de la douleur. Et donc, faites-le ensemble, vous allez éviter un certain nombre de conflits. C'était le premier papier sur le conflit, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, sur des malades très particuliers qui sont des malades qui restent longtemps en réa.
tout de suite, hein, on voit que vous avez attrapé le dernier malade qui est resté cette semaine dans votre service. Et c'est vrai que ces malades-là génèrent beaucoup de conflits. Ils génèrent des conflits avec la famille, surtout qu'en général, à la 3e semaine, ces malades-là ont toujours un enfant qui n'a pas pu venir avant qui arrive, hein, et qui n'est pas d'accord avec ceux qui étaient là depuis le début. Au sein de l'équipe, parce que les gens ne sont pas d'accord, et en particulier les infirmières, surtout les plus anciennes, commencent à trouver que les soins qui sont apportés aux malades sont nécessaires, mais que les traitements actifs sont de l'acharnement thérapeutique. Et puis souvent, eh bien, les familles qui se bastonnaient avant d'arriver en réanimation continuent après. La réanimation n'a jamais réparé les conflits intrafamiliaux, et donc vous allez observer ce qui se passe dans la vraie vie. Alors, il y a quelques années, nous avons réalisé l'étude Conflicus. ICUS à la fin, c'est pour ICUs. Et donc, on a interviewé donc, des soignants, médecins et infirmiers, dans 24 pays, dans 323 services de réanimation. Et on a eu un peu plus de 7000 réponses. Et l'idée était de savoir combien ces conflits étaient fréquents. Et on a été tout de suite surpris d'utiliser une définition opérationnelle très simple. Un conflit, c'est quand il y a une divergence d'opinion entre deux personnes. Si vous avez une divergence d'opinion tout seul, c'est une autre maladie. On pourra en reparler après. Jean-Louis, si tu veux, je peux la définir maintenant. Mais globalement, il faut quand même que ce soit entre deux personnes et il faut que ce soit professionnel. Mais on sait bien qu'on n'est pas né pour travailler ensemble et que ça peut être personnel, et on va voir que c'est d'ailleurs le résultat. Mais 70% des gens interrogés disent « Eh bien oui, dans la semaine qui est passée, dans les 7 derniers jours, j'ai ressenti un conflit dans le cadre de ma profession de soignant en réanimation. » C'est quand même 70%. Et il y avait à peu près 15% des gens qui avaient plus d'un conflit et qui avaient quand même des problèmes. Alors, est-ce qu'on peut prévenir ces conflits? Et pour ça, il faut revenir à la typologie d'un conflit. On l'a défini, on sait que c'est fréquent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que ce qu'on appelle un conflit, c'est aussi parfois un élément de richesse. Je vous donne un exemple. Voilà, par exemple, un travail intéressant qui est à la fois qualitatif et quantitatif, qui s'intéresse à savoir pourquoi les médecins ou les infirmiers, nursing staff, c'est l'équipe soignante, physicians, c'est les docteurs, pourquoi est-ce que ces gens-là vont prendre des décisions de limitation des traitements? Je vous rappelle qu'on ne limite jamais les soins. Vous, les infirmiers, d'ailleurs, vous faites même la toilette mortuaire. Donc, l'arrêt de soins ou les limitations de soins est un terme qui est inapproprié et qu'il ne faut plutôt jamais utiliser. On limite les traitements agressifs et actifs. On limite les traitements, mais pas les soins. Et donc, vous voyez que les infirmières, elles vont justifier ces décisions sur des éléments extrêmement sensibles, la détresse émotionnelle du patient, sa souffrance physique et surtout l'absence d'espoir d'une qualité de vie que le patient, d'après ce qu'on a pu entendre auprès de la famille et du patient, était suffisant. Le médecin va utiliser le terme de futilité, qui est donc une notion un peu plus statistique, c'est-à-dire les 100 dernières fois que j'ai fait ce traitement dans cette situation, eh bien, les malades sont morts et donc je ne vais pas recommencer. Alors, je pense que les deux sont utiles. Ce qu'on appelle ici un conflit, c'est un élément qui va enrichir la décision médicale. Et c'est pour ça que ceux d'entre vous, évidemment il n'y en a pas ici, mais ceux d'entre vous qui auraient l'idée de prendre une décision de limitation thérapeutique sans impliquer les infirmières, ils vont avoir une décision médicale qui est pauvre et ils vont avoir une équipe médicale contre eux, et je soutiens l'équipe soignante contre eux, et globalement des familles qui vont avoir des messages différents. Et on sait que la contradiction, c'est le lit du conflit. Au sein de l'étude Ethicus, donc, qui avait été coordonnée par Charlie Sprung, eh bien, on a l'Europe qui est séparée en 3 parties, le nord, le centre et le sud. Je n'ai jamais bien compris la Belgique, si elle est plutôt dans le centre ou le sud de l'Europe. En tout cas, moi, j'ai plus volontiers le sentiment que je suis dans le sud de l'Europe. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment est-ce que la décision est prise. Et là, c'est vraiment les difficultés qu'on va voir au niveau des décisions. Elles sont extrêmement différentes. Regardez, dans le centre de l'Europe, il y a seulement 81% des situations sans difficulté, alors que dans le nord ou dans le sud, il y a beaucoup plus de situations sans difficulté. Donc on a quand même, nous, un petit peu plus de problèmes, que ce soit sur un plan médical, éthique, légal ou religieux. Bon, la religion ici n'intervient pas tellement, mais c'est sur les questionnements éthiques qu'on se pose dans les décisions. Et donc, de fait, on n'est pas étonné de voir que le temps pour prendre une décision est beaucoup plus court quand il n'y a pas de difficulté que quand il y a une difficulté. C'est-à-dire que si, à J1 de l'admission d'un malade, l'équipe médicale est par
paramédical ne discutent pas ensemble de ce qu'il en est, s'il n'y a pas une transmission le matin après le staff, s'il n'y a pas un moment où les infirmières et les médecins peuvent bavarder, eh bien le jour où il faudra arrêter de s'acharner et laisser le malade mourir, eh bien ça va prendre plus de temps pour arriver au fameux consensus qui nous permet de prendre des décisions de qualité. Même résultat dans une étude qu'on avait fait au sein de 280 réanimations et où on voyait bien cette différence de temps qu'il fallait, d'une part pour prendre la décision, mais aussi pour l'appliquer. Prendre une décision est une chose, trouver des excuses pour attendre le lendemain est classique et c'en est une autre. Alors si on s'intéresse donc aux familles elles-mêmes et on demande aux familles un an après, alors comment c'était? Eh bien la moitié des familles va dire bah oui, moi j'étais en conflit et c'était surtout sur la communication. Et puis je voulais vous dire, quand notre proche était en train de décéder, eh bien on entendait les infirmières éclater de rire dans l'office et vraiment c'était difficile. Et je pense surtout qu'il ne faut pas que les infirmières arrêtent d'éclater de rire. Par contre, quand ça arrive, il faut l'expliquer aux familles en disant la journée était vraiment lourde et difficile et là elles ont besoin de se défouler. Et je pense que les familles le prennent beaucoup mieux si on l'explique et surtout il faut que dans les services de réanimation il y ait des moments de détente et des moments où on peut expirer. Alors voilà, donc quelles sont les raisons de ces conflits? Eh bien, si on retire les situations spécifiques à la fin de vie, c'est l'animosité personnelle. Je n'arrive pas à travailler avec Jean-Louis, on n'arrive pas à bosser ensemble. C'est personnel, c'est pas professionnel, c'est quelque chose de caractère. Et là, les infirmières peuvent très bien le dire, selon le médecin qui est de garde, c'est la perte de confiance. Elles disent « Oh là là, le jeudi, c'est vraiment difficile ». Et puis, c'est des problèmes de communication, c'est-à-dire les infirmières se plaignent qu'il n'y a pas l'occasion dans le service de s'asseoir et de parler. Au moment des situations de fin de vie, c'est beaucoup le manque de soutien psychologique pour les familles et les soignants, le contexte de la décision médicale qui a été prise soit trop vite, soit trop lentement, et puis surtout ce contrôle des symptômes, donc la douleur, la faim, la soif, l'agitation, l'anxiété, la dépression des patients qui sont en train de décéder, mais aussi de plus en plus l'isolement et l'abandon. On sait que, par exemple, il faudrait demander à Nancy qui va nous le dire tout à l'heure, il y a une espèce de situation extrêmement paradoxale. Les familles veulent être là au moment de la fin de vie, mais en même temps, quand elles sont là, il faut vraiment leur donner le pouvoir d'être là, les aider, les encourager, les accompagner, et puis nous-mêmes, peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne à le faire. Alors, est-ce qu'on peut améliorer les conflits? Oui. Par exemple, dans les grands services de réanimation, il faut qu'il y ait des réunions à l'échelle un peu plus locale, par exemple au sein d'une unité plutôt qu'au sein des 15 lits. Quand une infirmière a plusieurs patients qui décèdent en même temps, le cadre doit reconnaître la situation et essayer de basculer pour que les décès soient mieux répartis dans l'équipe, plutôt qu'il y ait des spécialistes de la mort et des spécialistes de la vie. Et puis, il faut vraiment, vraiment encourager les soignants pour cette partie de la mort qui est très particulière, de laquelle nous, les médecins, nous sommes exclus et en même temps pas très enclins à y aller, mais les infirmières et les soignants n'ont pas le choix, qui est la situation de post-mortem. Et il y avait un papier de Denver aux États-Unis qui montrait que c'était le top élément qui allait vraiment favoriser la détresse morale des infirmières. Et puis il y a deux facteurs qui sont faciles sur lesquels on peut jouer. C'est cette visite au lit du malade quand le malade décède pour savoir si ses symptômes sont contrôlés, surtout la douleur, mais aussi l'anxiété et le désarroi, et aussi le fait de pouvoir s'asseoir de temps en temps pour discuter, formellement, informellement. Chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règles, mais il faut avoir des moments pour parler. Alors, ce qui est intéressant, et c'est un papier dans lequel il y a Bob Sebald qui est auteur, quelqu'un que je respecte énormément, un Canadien qui est décédé il y a quelques années, qui avait vraiment un sens du leadership intéressant. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien comment il faut éviter une pneumonie nosocomiale. On a une idée assez claire sur le temps de maintien d'un cathéter, de la durée d'une antibiothérapie. Mais par contre, ces situations de fin de vie, elles n'ont pas de situation standard. On ne sait pas comment il faut se comporter, chacun fait à sa manière. On est plus ou moins humain, on se retire, on se protège plus ou moins. Et en fait, ce qu'il faut vraiment faire maintenant, c'est définir comment est-ce qu'on doit se comporter au moment d'une situation de fin de vie. Et je pense qu'il faut avancer dans ce sens-là. Pour avancer dans ce sens-là, il n'y a pas besoin d'un consensus, il y a juste besoin que les situations différentes qui nous caractérisent chacun ici, eh bien, s'enrichissent à se mettre les unes avec les autres. Et il faut qu'on parle. Et je pense que dans un service, une décision de limitation thérapeutique ne doit être ni brutale ni trop lente.
ni isolée, ni non plus multiconsensuelle. Et surtout, quand elle est prise, il faut qu'elle soit appliquée. Et dans ce sens-là, il faut vraiment impliquer les familles dans ce processus décisionnel sans mettre la décision sur leurs épaules. Mais il faut savoir que quand les familles sont impliquées dans une décision, eh bien parfois on a le paradoxe de voir qu'elles peuvent être à la fois satisfaites de s'être rendues utiles puisqu'elles ont témoigné des volontés du malade, mais que souvent ce sentiment, je dirais même ce sale sentiment de culpabilité qu'on n'a pas réussi à évacuer chez elles, eh bien pendant longtemps elles se demandent si elles ne sont pas un peu responsables de la mort du patient. Alors finalement, recadrer les conflits dans l'épuisement professionnel, la détresse morale, le stress post-traumatique, la dépression, eh bien, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que tous ces éléments-là, tous ces symptômes qui caractérisent la vie chez les soignants, et donc Laurent nous reparlera du burn-out tout à l'heure, ont les mêmes facteurs de risque, et qu'il est probable, et c'est l'idée de Laurent depuis quelques années, qu'une intervention au sein de nos équipes qui va prendre en compte ces différents éléments et peut-être redéfinir le standard of care dans des situations complexes comme la fin de vie, eh bien, a probablement vraiment risque de réussir, et avec beaucoup de chance, pour réduire ces mauvais symptômes chez les soignants, en particulier quand la charge de décès est lourde, et malheureusement c'est ce qui caractérise la réa. Je ne vais pas me lancer dans la définition de tous ces symptômes et ces syndromes. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de ces symptômes sont transitoires, que le feeling de burn-out, eh bien, il faut travailler avec des psychologues pour avancer là-dessus. Et je voudrais juste définir ce dernier critère qui avait été développé par l'équipe de Dominique Benoît. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Donc à Gand, en Belgique, et dans une étude où 82 services de réanimation avaient participé dans 9 pays, dans 10 pays, eh bien, c'est cette perception que vous avez, qu'on a, que quand vous faites un soin, vous avez le sentiment qu'il est inapproprié. Et finalement, je me demande si ce n'est pas un résumé de tout le reste. Quand vous faites quelque chose et vous vous dites « mais flûte, là on est en train de faire quelque chose, mais c'est évident qu'il va mourir, on est juste en train d'attendre que les nouveaux, les internes, les jeunes chefs, etc. se mettent au diapason, c'est quand même très difficile », eh bien ce qu'il faut faire tout simplement, c'est demander aux infirmières et aux soignants en général et aux médecins « est-ce que vous avez le sentiment de faire un soin qui vous paraît vraiment inapproprié ?» Et là, vous pouvez avoir des surprises dans votre service. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'implication des infirmières dans le processus décisionnel, mais aussi dans le contrôle de ces choses-là au moment de la fin de vie, eh bien, permet d'éviter ces mauvais sentiments. Je finis sur ça, qui sont des données de la littérature de psychologie, qui est que si vous voulez analyser le taux de conflit dans votre service, vous allez analyser le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire des conflits latents. Et puis parfois, et tout de suite vous allez comprendre ce que je dis, un malade arrive, et puis on ne sait pas pourquoi, il y a une électrisation entre deux soignants, alors qu'en fait, il y a 10 minutes, ça allait très bien. Et tout simplement, c'est un conflit d'il y a 1 an qui revit, tout de suite. D'accord ? Et en fait, c'est lié à un malade qui est sorti il y a 8 mois. Mais le médecin et l'infirmière n'avaient pas résolu ce conflit. Et donc ce conflit, il peut être vraiment enfoui au fin fond de chacun d'entre nous. Et il faut faire attention. Chaque conflit nécessite vraiment qu'on s'en occupe. Il faut en avoir conscience. Il faut savoir que ça peut remonter à n'importe quel moment. Il faut savoir qu'on peut s'en mettre sur la gueule et que ça gère, en général, ça ne règle rien. Et par contre, il faut savoir que dans les services, on doit savoir pouvoir négocier. Et même les conflits les plus, on va dire, les plus banals, eh bien, il faut savoir faire asseoir les gens en face d'eux en disant, écoutez, c'est juste un problème de discussion, on n'a rien dit de mal, ça y est, ça suffit. Et puis donc il faut ensuite rebâtir la paix et essayer de faire que le malade dans 3 semaines ou dans 3 mois ne va pas en pâtir. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui disent les conflits c'est hyper utile, imagine une réanimation sans conflit, il ne se passe jamais rien, personne ne discute, on n'a pas d'inventivité, il n'y a personne qui est en compétition, personne n'est créatif. Et d'un autre côté, s'il y a des conflits tout le temps et que quand on débarque pour travailler on a la boule au ventre, eh bien on n'a pas envie d'aller travailler non plus. Et donc c'est là que les éléments de leadership vont intervenir pour faire que ces conflits qui vivotent dans un service de réanimation soient pris du bon côté et surtout ne pas les laisser être quiescents et ne pas les laisser être indolents parce qu'un jour ils vont ressurgir. Alors voilà, il y a sûrement la place pour des interventions. Laurent le dira, je pense qu'il faut, et qu'on est mûr aujourd'hui en France en particulier, en Europe certainement, pour faire quelque chose de très simple, qui soit un ABCDE, pour prévenir ces conflits. Et on a aujourd'hui une multitude de critères de jugement possibles. Le burn-out en est un, la perception des soins indispropriés en est un autre, ou peut-être la détresse morale des infirmières. Bref, on a l'embarras du choix. Merci beaucoup.